Bonsoir à tous et bienvenue. C'est le rendez-vous de vos chroniqueurs pour des débats et analyses sur de grands sujets d'actualité. Merci de vous joindre à nous. Au sommaire ce soir, la participation des jeunes aux luttes politiques. Ils sont bien nombreux à faire l'option de s'engager sur ce vaste chantier constamment dynamique par passion, conviction ou peut-être par suivisme. Après s'être davantage impliqué pour des motifs de légitimation afin d'obtenir des avantages liés à son activisme, prise de position ou encore mobilisation, la jeunesse se prépare à faire un bilan. Quelle place dans le landerneau politique actuel? Qu'est-elle devenue? Qu'a-t-elle gagné après ces luttes politiques? Quelle est la participation des jeunes à la gouvernance actuelle? Doit-elle continuer de servir les intérêts politiciens ou prendre son destin en main? Des motivations aux résultats obtenus jusque-là. Grand angle sur le rapport des jeunes à la politique post-réforme du système partisan. Merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est le grand rendez-vous et tout de suite la météo politique avec Alberto Mardochegounou. C'est le premier rendez-vous dans cette émission, la météo politique. Alberto Mardochegounou, bonsoir. Bonsoir Christian Dalédia, amis téléspectateurs, bonsoir. Ici Alberto, le veilleur du climat politique béninois, celui qui lit dans les nuages politiques comme d'autres lisent dans les communiqués. Bienvenue. Bienvenue. Alors Alberto, les baromètres ont encore frémi, les cartes, elles, se troublent. Dites-nous, quelle masse d'air s'affronte cette semaine avant qu'on entre de plein pied dans l'œil du cyclone? Cette semaine, la météo politique, c'est une mer agitée où les bacs des partis politiques tanguent entre stratégie et prudence. Un vent d'indignation, de contestation, de consigne souffle depuis les rives des états-majors. Certains sautent les rames, d'autres jettent l'ancre dans le flou en attendant de prendre la température. Ouvrons d'abord les vannes de l'info de la semaine. Et parlons justement de l'info de la semaine, et on va commencer par les démocrates qui lancent le processus de désignation des candidats aux élections communales et municipales. C'est à travers un communiqué diffusé que la coordination nationale du parti, après avoir validé les directives pour la désignation des candidats, a fixé le délai de réception des dossiers. Il s'étend du 18 juin au 22 juin 2025. Les démocrates, dans les choix de positionnement, encouragent les candidatures féminines à hauteur de 30% afin de rendre effective la politique d'inclusion des femmes sur les listes et pour ce type d'élection. Et puis au niveau de l'Union progressiste, le renouveau entre l'UPR et le PRD, on dira que les prises de position se prennent et l'ambiance est désormais tendue. Exactement. Semaine chaude à l'Union progressiste, le renouveau. Les prises de position sont montées d'un cran entre responsables de la direction exécutive nationale du parti. Une demande d'explication de Gérard Bénonchi, secrétaire général, adressée à Gracien Aouamenou, un des fidèles du PRD, et la réplique de ce dernier dans ce bras de fer UPR-PRD sur la fusion de deux entités politiques ont fait la une de l'actualité. Les jours qui viennent réservent assez de rebondissements. Et puis pour les élections générales de 2026, Alberto, le PCB, Parti communiste du Bénin, prend la classe politique à partie. À 7 mois des élections générales de janvier 2026, leurs tournées politiques battent le plein. UPR, BR et les démocrates et bien d'autres partis multiplient les mobilisations sur le terrain. Mais une voix discordante s'élève. Philippe Noudjenmain, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, PCB, dans une adresse publiée le 13 juin, dénonce un processus électoral biaisé. Il prend l'ensemble de la classe politique à partie et pointe du doigt une impasse politique avant de proposer une alternative. Est celle d'une nouvelle conférence nationale souveraine à l'image de celle de 1990. Et puis le lancement d'un ouvrage sur la démocratie, on va parler du patriarche Bruno Amoussou à présent. Il salue la réflexion intellectuelle africaine. C'était il y a une semaine, le samedi 14 juin dernier, présent au lancement de l'essai du père Arnaud-Éric Aguilmont, intitulé Le procès, démocratie et bureaucratie. Dans le jury Lefort et Weber, le patriarche Bruno Amoussou a livré une analyse marquante sur l'importance de la pensée intellectuelle africaine. L'ancien président de l'Assemblée nationale a salué la contribution de l'auteur qui aiderait à mieux comprendre les spécificités africaines. Bruno Amoussou a incité sur le rôle des intellectuels dans la recherche d'une feuille de route propre à l'Afrique, soulignant
que l'Afrique, produit d'une histoire particulière marquée par la traite et la colonisation, ne saurait appliquer aveuglément les principes venus d'ailleurs. Et voilà, Alberto, à présent, on va passer à l'autre rubrique, la météo politique. Le temps est chargé sur la carte politique des partis, avec des rafales de calcul, des averses de cafouillage, n'est-ce pas cela? Exactement. Ciel fracturé à l'UPR, on a parlé tout à l'heure, le grand parapluie du renouveau est frappé par une dépression interne nommée PRD, une excroissance qui commence à battre de l'aile et crie son autonomie sur tous les toits. En face, l'UPR lève les yeux au ciel, genre, je ne connais pas cet enfant. Le ciel de la famille politique s'assombrit, donc appelle le temps de plier les affiches à ce niveau. Au bloc républicain, c'est l'heure du café, pas pour réchauffer les cœurs, mais pour booster l'engagement des jeunes en politique. Résultat, une poignée de jeunes somnolents sous la tente pendant qu'on leur parle d'idéaux. Le café est peut-être chaud, mais la jeunesse, elle, est encore en mode décaféiné. Faut croire que l'engagement politique a un goût amer dans la tasse de la nouvelle génération. Chez les démocrates, un éclair surgit et semble donner le top de la compétition interne. Sous la tempête agitée, faite d'indignation et de dénonciation, le parti donne le signal de son ambition d'affronter les urnes. La sélection des candidats aux élections communales et municipales est ainsi lancée. Le parti Les Démocrates veut ainsi dégager le ciel de ces nuages qui encombrent sa vue de l'échéance 2026. Renaissance nationale. RN, siège flambant neuf, vitres propres, peinture fraîche, bureau bien aménagé, mais ambiance fantomatique. Pas encore d'activité grandeur nature depuis l'inauguration. Les militants attendent les directives au sommet du parti pour investir le siège et batailler pour les positionnements. Pour l'instant, rien. Quand on a un espace inoccupé, ce sont les araignées qui tissent le toile. Mouel Bénin, mené par Jacques Ayadi, semble en vacances électorales. Le président, ministre conseiller aux infrastructures, est sur les sentiers de la République et dans les médias pour apporter des informations aux interrogations. Question existentielle, que prépare Mouel Bénin pour ceux qui pointent à l'horizon électoral? Pour l'instant, les bottes ne sont pas de sortie. Nouvelle Force Nationale NFN, parti d'opposition, est entré dans une épaisse brume depuis que son président Apollinaire Avoyon a été gardé à vue pour ses prises de parole sur les réseaux sociaux. Depuis, silence radio. Les militants attendent un signal ou une libération de la météo interne du parti. Pour le moment, c'est comme un orage qu'on attendait au loin, mais qui n'a jamais atteint le sol. Et pendant ce temps, certains partis, à l'image du MPL, JSR, PFR et Suite jouent les funambules sur le fil du positionnement. On se regarde, on s'évalue, on attend le bon courant pour hisser les voiles. Sauf que le ventage à venir et l'électorat commence à s'impatienter sous la pluie de promesses. En conclusion, Christian Dandédian, à 7 mois de l'élection, c'est toujours la saison des calculs, des éclaboussures et des entorses à la cohérence. La météo politique est incertaine, les parapluies sont percés et les bottes sont encore rangées. Reste à savoir qui sortira le ciré et qui glissera sur les flaques de sa propre stratégie. Oh, la réponse à ces questions, en tout cas, nous suivons de près l'actualité des partis politiques. Et c'était la météo. Merci à vous, Alberto Mardoché-Gourou. Merci bien. Bonne suite de soirée à vous. Ce sera tout pour le bulletin météo. Place maintenant à l'éditorialiste qui, dans sa réflexion sur la participation des jeunes aux luttes politiques, nous dira que la jeunesse militante continue de servir les intérêts politiciens. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'il faudra qu'elle prenne son destin en main ou qu'elle continue dans sa logique de servir les acteurs politiques? Et juste après, nous allons ouvrir le débat, recueillir les points de vue de nos chroniqueurs. On poussera la réflexion plus loin avec les acteurs au front, la jeunesse militante, pour un inventaire de ce qui suscite son intérêt à s'engager en politique et les résultats après des années d'investissement. En toute franchise, recevra Maouton Ghislain Guédégué, il est administrateur de projet, acteur politique. Docteur Cyriac Ourou, il est universitaire, conseiller politique de Les Patriotes, Rassemblement des Kérikouistes, et Romaric Bocor, président de l'association Jeunesse Dynamique, il est militant du bloc républicain. Tout de suite, les points de vue.
La jeunesse militante, servir les intérêts politiciens ou prendre son destin en main, c'est autour de cela que nous allons échanger à partir de cet instant. Ce sera les points de vue avec nos chroniqueurs déjà installés. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Christian Dandejan, bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue, merci d'être là. Herman Daniel Moussou, bonsoir. Bonsoir Christian Dandejan, bonsoir chers amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous sur Canal 3 Bénin. Merci beaucoup, merci. Et merci à vous, Marc Lones Goudianou, de retour de voyage, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Christian, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'était un plaisir de pouvoir te retrouver, toujours frais. Merci bien, ça a été le séjour, j'espère. Oui, super bien. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian Dandejan, bonsoir aux amis téléspectateurs. On va commencer par vous, votre réflexion, Omar. La jeunesse militante est bel et bien active sur le terrain politique. Dites-vous d'entrée. Oui, Christian, majoritaire dans les partis politiques comme au sein de la population béninoise, il demeure le fer de lance de la politique et de l'animation de la vie politique. Ils sont l'échelle pour l'ascension des aînés politiques et quand il le faut, ils offrent leur poitrine pour défendre. Oui, ils défendent, reçoivent des coups et tombent, parfois pris naïvement dans les pièges politiques. Mais quand arrive le moment de la distribution des gains après la victoire, ils sont laissés à la porte. Ils étaient pourtant invités royalement à la table des discussions préélectorales. Ils y ont cru, ont investi leur temps, leur énergie et ont travaillé avec passion pour que triomphe le leader et le parti. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Elle a traversé le temps et s'est peut-être empirée par la force des intérêts. Et la réforme du système partisan n'a pas pu véritablement changer grand-chose à cet effet. On note quand même des jeunes promus ici et là, non, Omar? Oui, c'est un fait. Des jeunes sont récompensés pour leur dévouement et pour leur loyauté. Ces dernières années, la promotion des jeunes ne peut être occultée. Dans les sphères de l'exécutif et dans les postes électoraux, des jeunes ont émergé. Mais dans le rang de ceux qui sont au front, il existe une belle brochette laissée en rade sans mesure d'accompagnement conséquente. Les plus heureux sont ceux qui, soi-disant, se sentent proches des leaders et qui ne ratent aucune occasion pour se vanter de ce statut de proximité. Leur gloire se limite à « je suis proche de tel leader, c'est moi qui ai travaillé pour son élection ». Pour d'autres, c'est « je suis toujours en contact avec lui, il m'a envoyé de l'argent pour les soins de mon enfant ». Mais dans les prises de décision, ils n'ont pas voix au chapitre. Très peu sont associés à la réflexion. Parfois, c'est le leader qui empêche l'éclosion des jeunes par peur d'être détrônés. Mais apparemment, les jeunes militants s'y plaisent. Ils se contentent d'être dans les seconds rôles. Cette jeunesse militante joue contre elle-même, devrais-je le dire. Devrait-on dire que cette jeunesse est son propre malheur, mais elle peut bien prendre son destin en main, non? Oui, dans les partis politiques, ils sont confinés. Ce qui semble être une discipline de groupe est peut-être, dans la réalité, une soumission dans l'espoir d'une promotion ou pour continuer à bénéficier des avantages de l'instant. La prise d'initiative manque cruellement. Puis, les jeunes se marchent dessus, se sabotent pour plaire aux leaders. Dans les partis politiques, les premiers ennemis des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Incapables de se faire confiance, impossible de se mettre en harmonie pour viser loin, alors qu'ils ont toutes les armes pour grandir et triompher. Il ne s'agit pas d'un appel à la révolte au sein des partis politiques, il s'agit d'une invite à une prise de conscience. La jeunesse doit prendre conscience de son statut pour mieux s'organiser et prendre son destin en main. Déjà, il faut que les jeunes se départissent des attitudes vicieuses et se refuse d'être manipulable au point d'être constamment vulnérable. La jeunesse doit réinventer son instrument politique propre et voir désormais au-delà des gains immédiats. Un parti politique
fondée par les jeunes et pour les jeunes donnerait plus de sens à la réforme du système partisan. Merci, c'était là votre réflexion sur la situation des jeunes en politique. Oui, Herman Nyamboussou, Marc-Ernest Goudianou, Gabin Goubi, le débat est ainsi ouvert après cette réflexion. Oui, toute première réaction, la situation des jeunes en politique, comment la voyez-vous? Comment la sentez-vous? Comment l'appréciez-vous? Herman. Oui, c'est vrai qu'on a vu une jeunesse, si on prend le cas du Bénin, on a vu une jeunesse pendant l'époque révolutionnaire qui n'avait pas forcément voix au chapitre parce que dans la période, c'était prêt pour la révolution, la lutte continue. Parce que dans la période, effectivement, les seuls jeunes qui sont parvenus à prendre, à tirer leur marron du feu, c'était des jeunes qui vraiment étaient des jeunes bouillants et tout, mais qui devaient forcément se soumettre à cette idéologie révolutionnaire qui était que, oui, c'est le parti qui fait de votre promotion. Après, on est passé à l'époque de la démocratie. La démocratie, avec l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Nicéphore Soglo, qui effectivement, à l'époque, était parmi la jeune classe politique. On le voyait étant jeune. Et quand il a installé tout de suite son équipe, on a vu effectivement qu'il a fait confiance à ces jeunes. À l'époque, Théodore n'était pas aussi vieux. Il y avait les jeunes d'Ossou qui étaient là, qui ont travaillé et donc qui ont montré qu'effectivement, la jeunesse doit faire quelque chose. Après, il y a eu j'allais dire, ce boom au niveau des partis politiques, avec beaucoup de jeunes qui s'y sont mis et qui effectivement ont travaillé à ce que on puisse entendre leur voix. Et dans la foulée, par exemple, je me rappelle un certain Fassassi qui est revenu de Kamarou Fassassi, voilà. Et il y a un autre Fassassi également, Yacouba Fassassi qui était venu. Et donc, on a senti une certaine jeunesse. Le jeune frère de Ngoumbedi à l'époque également, Gassé Ngoumbedi, des jeunes qui effectivement ont bataillé dur et qui ont montré effectivement que les jeunes pouvaient faire quelque chose. Mais avec le temps, quand les jeunes ont fini de servir, un peu comme vous l'avez dit, d'échelle pour que les acteurs puissent monter plus haut, on a commencé par ne plus faire confiance aux jeunes. On a commencé par accorder aux jeunes juste des strapontins de récompenses. Oui. Si vous n'êtes pas ministre de la jeunesse, vous êtes ministre de la culture, ou bien vous êtes ministre de ci. Après, on pouvait vous confier quelques postes de responsabilité, directeur général par-ci, par-là. Mais on a compris que les postes stratégiques sont confiés plutôt à des gens d'un certain âge. Tenez, tranquillement. Quand vous faites le point, en Europe par exemple, les chefs d'État les plus jeunes en Europe, il y en a qui ont 31 ans. C'est le cas de la Géorgie. Il a 31 ans. En France, 39 ans Macron. Mais quand vous prenez Macron pour son cas spécifique, vous vous rendez compte que quand il a pris le pouvoir, les postes stratégiques de son gouvernement ont été confiés à des gens qui ont l'âge de son père. Des gens de certains âge. Donc ça veut dire que la jeunesse, quand elle prend le pouvoir, et c'est là je rejoins ce que vous avez dit, chroniqueur, la jeunesse constitue son propre ennemi, son propre poison. De sorte que quand les jeunes prennent le pouvoir, il ne faut pas confiance en leurs jeunes, en leur père, mais ils préfèrent toujours faire appel à des gens qui ont un certain âge. Donc, vous avez la même lecture du coup, c'est un peu biaisé. Non, certains parlent de la lecture qu'il s'y a de faire, de la situation de la jeunesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan semble mitigé. C'est-à-dire, quand on voit l'implication des jeunes en politique, quand aujourd'hui on se désole de ce qu'il y a un très faible taux de représentativité des jeunes dans les sphères de prise de décision, eh bien, c'est peut-être la conséquence de la qualité du militantisme de cette jeunesse-là. Aujourd'hui, il faut se demander déjà quelles sont les motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène les jeunes à se lancer dans l'aventure politique, à se jeter dans l'univers politique. Quels sont les objectifs qu'on se fixe? La passion, par exemple. Voilà, quels sont les objectifs qu'on se fixe? Est-ce que c'est le suivisme? Moi, je vais juste en politique parce que j'ai vu Christian émerger dedans. Christian est un oncle à moi, je l'ai vu réussir à gravir les marches du Sérail. Est-ce que je vais en politique pour régler juste mon problème de chômage? Est-ce que j'y vais parce que j'ambitionne légitimement de servir le pays, d'apporter quelque chose au développement de ce pays? Donc, c'est des questions qu'il convient de se poser. Parce que, en définitive, on ne va pas... Quand elle se lance dedans. Non, mais on ne va pas à la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Et moi, je suis foncièrement contre le discours qui veut que, bon, il faut que les aînés fassent de la place à la jeunesse. Cela ne se fera jamais. Parce qu'il appartient à la jeunesse même de conquérir cette place-là, de s'illustrer dans les sphères. Parce que c'est une guerre intergénérationnelle. Vous savez, les aînés ne finiront jamais d'occuper la scène et de céder la place à la jeunesse. La jeunesse doit, de façon
spontané conquérir, n'est-ce pas, la légitimité d'être implanté dans les sphères de décision. Donc, est-ce que la jeunesse s'assoit? On s'est fixé peut-être des objectifs, on a peut-être de nouvelles ambitions dans notre vocation de militant, mais est-ce qu'on s'assoit à un moment donné pour faire le point? Est-ce qu'on s'auto-évalue? Et par rapport à cette auto-évaluation, est-ce qu'on se dit, ben, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je dois corriger? Aujourd'hui, la jeunesse n'a peut-être pas les moyens, parce que la politique, il faut les idées. Est-ce qu'on a les idées? Qu'est-ce qu'on vend d'original? Ailleurs, si les Sonko ont pu réussir, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont des milliards. En 2014, quand il commençait son aventure avec le PASTEF, il a fallu avoir des idées qu'il a cru quand même apporter au Sénégal, et des idées il a réussi à fédérer une frange importante de la couche juvénile sénégalaise à sa cause. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui peut vendre des idées, c'est-à-dire rester cohérente dans sa vision? D'une jeunesse qui peut vendre des idées. D'abord, vous voyez, nous sommes dans un système partisan un peu réformé. Je parle même avant le système partisan. Oui, revenons au système partisan, puisqu'on a voulu faire les choses autrement. Et depuis que cela a été mis en place depuis quelques années en arrière, je veux parler de cette réforme, on a vu les jeunes quand même participer aux différentes luttes politiques. Et quand on parle de lutte politique, à l'arrivée, ce sont les différentes élections. Est-ce que vous avez vu les formations politiques accorder une véritable place au soleil à cette jeunesse qui est quand même, qui joue les premiers rôles quand on regarde un peu l'animation de la vie politique, en tout cas ces dernières années? Oui, c'est vrai qu'il faut remarquer que la première ligne de mobilisation politique dans un contexte où on aspire tous peut-être soit à une rupture, c'est-à-dire à un changement de cap, ou peut-être à une continuité, souvent les jeunes sont toujours au cœur de l'action. Et au niveau des pouvoirs ou au niveau des politiques, c'est qu'ils ont toujours mis la jeunesse au cœur de toutes leurs actions et de toutes leurs politiques de pouvoir séduire en réalité cette jeunesse qui constitue la majorité en réalité de l'électorat, si on puisse le dire ainsi. Mais malheureusement, lorsque ces grands partis arrivent à s'asseoir, la place qu'ils accordent à cette jeunesse est souvent minoritaire, compte tenu d'un certain nombre d'enjeux. Parce que généralement, tel que mes prédécesseurs l'ont dit, c'est que la plupart de ces jeunes qui aspirent et qui viennent au sein de ces partis politiques ne viennent pas forcément en suivant des idéologies données, ne viennent pas suivant des principes préétablis, mais viennent suivant peut-être un gain, d'accord, un profit. Et donc, quand c'est cela, on vous exploite comme cela se doit. Et lorsqu'on finit de vous exploiter, en réalité, on ne vous doit plus rien politiquement parlant. Et donc, ce qui fait que pour la plupart de ces jeunes, lorsqu'ils viennent au sein de ces cadres politiques, au sein de ce creuset politique, ces devanciers leur imposent, en réalité, ces leaders politiques leur imposent des démarches à suivre, leur imposent, en tout cas, leur positionnement à un moment donné, et ils sont obligés de pouvoir le respecter, parce qu'à un moment donné, avant même qu'ils n'intègrent l'idéologie de ces partis, c'est vrai que pour la plupart du temps, nos partis politiques, même avec le système partisan, n'ont pas de véritable idéologie, et lorsqu'ils intègrent ce cercle de ces partis politiques, c'est que, en réalité, ils intègrent selon leurs besoins, selon un intérêt guidé. Et quand c'est ainsi, ça veut dire que vous aspirez, que vous venez à une table de négociation avec les leaders politiques, et lorsque vous finissez de négocier avec eux, c'est qu'ils vous donnent ce que vous réclamez en retour, et lorsqu'il s'agit alors de pouvoir installer une instance politique, de pouvoir mettre en place un dispositif politique pour pouvoir faire pérenniser les acquis du parti, on ne vous met plus dedans, parce qu'on vous dit en réalité que vous avez déjà obtenu ce pourquoi vous êtes venu négocier. Et du moment, aucun contrat ne vous lie avec ces leaders politiques, et donc ils vous exploitent au moment où ils ont besoin de vous, suivant les intérêts donnés, les intérêts de chacun de part et d'autre, et quand ils finissent, en réalité, ils vous laissent au dépourvu, et ce qui permet peut-être à une classe de la jeunesse aujourd'hui de ne pas pouvoir s'affirmer totalement. Parce que la plupart d'entre eux aujourd'hui ne suivent pas forcément des idéologies. Parce que, en réalité, même les partis politiques qu'on a aujourd'hui, qui sont ces partis? L'idéologie, c'est la forme, c'est peut-être la forme. Non, juste là par la forme, puisqu'on en tient oui, pas exactement, c'est resté juste là par la forme. Parce que s'il y avait une véritable, lorsque vous prenez par exemple le cas du Badem dont a parlé Gabin tout à l'heure au Sénégal, par exemple, le PASTEF par exemple, au Sénégal, par exemple, vous voyez qu'en réalité, ces jeunes, ils ont aspiré à une forme de rupture avec le passé. Ils veulent du nouveau, ils veulent du changement. Et dans cela, ça veut dire que c'est une idéologie qu'ils ont commencé par inventer à travers des leaders qui étaient des leaders jeunes et qui ont pu
et réalité, incarner tout ce qu'ils ont voulu avoir comme acquis pour le futur. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a cette classe de jeunesse aujourd'hui qui également maintient également cette même lutte? Et cela ne va pas sans ne pas également accuser les acteurs politiques, les leaders politiques qui sont à la place. Je pense que l'engagement militant jeune au Bénin, si on veut vraiment l'analyser, il faut l'analyser sous deux angles. L'angle avant-réforme et l'angle post-réforme. L'angle avant-réforme, c'était que, vous avez constaté comme moi, que sur le terrain politique béninois, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des partis politiques et qui croyaient en des idéologies, qui ont des idéologies qu'ils défendaient sérieusement, durement et simplement, et qui avaient fait en sorte que beaucoup d'autres jeunes soient acquis à leur cause, à leur parti politique. On a connu des cas de jeunes leaders politiques au Bénin ici. Vous voulez que je vous cite les Liadi Soglo? Ils étaient jeunes, ils ont autour d'eux, et ce qui faisait la force de la RBA Cotonou, c'était les jeunes, d'accord. Le post-réforme, non, il a beau être l'homme de pas de moment, mais il y avait une certaine jeune qui votait pour eux. Ça, personne ne le contestera ici. Et quand on parle de post-réforme, le contexte post-réforme, c'est un contexte qui oblige les jeunes à se taire. Aujourd'hui, quand vous êtes dans notre parti politique, il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe qui vous oblige à ne plus parler comme les jeunes pouvaient le faire. Donc, non, mais chaque formation politique a ses réalités. Oui, il y a des formations politiques de jeunes. Discipline de groupe, il y en a. Vous parlez de le chef. Je parle du contexte post-réforme. Post-réforme qui fait désormais que, oui, le parti politique est très fort, les leaders politiques sont très forts, et donc vous êtes jeunes, on vous dit, déposez vos candidatures pour aller à une élection, mais vous devez faire attention à ceux qui sont déjà là pour savoir dire, attention, si je dépose mon dossier, ça peut me créer des problèmes. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il y a une certaine hypocrisie autour de ce qu'on pourrait appeler l'engagement militant jeune au sein de ces partis politiques-là. C'est pas que les jeunes manquent d'ambition, manquent de vision ou manquent de réalisme. C'est des jeunes qui aujourd'hui sont obligés de se taire parce que s'ils ne se taisent pas, ils vont se faire taper. À quel prix la jeunesse se vend au niveau des partis politiques? Est-ce qu'elle se valorise? Si moi, jeune, au sein d'une formation politique, je me mets à tout accueillir, à tout encaisser, ou bien à saboter l'autre, à penser que bon, moi, je ne peux jamais être à sa place parce que je n'ai pas les moyens, ils vont m'utiliser, ils vont me prendre pour échelle. Les jeunes ne peuvent pas voir au chapitre dans la prise de réflexion. Non, c'est ils sont relégués au second rang. Quand on veut mettre en place les structures, on demande aux jeunes de soutenir, d'accompagner. Mais si moi, je n'ai aucune ambition, je n'apporte rien, je ne fais rien quand même pour apporter une plus-value à la formation, on va me traiter tel quel. Vous pensez qu'ils n'apportent pas de plus-value? Moi, je le dis, les jeunes ont peut-être des idées, mais si vous ne les faites pas valoir, et vous restez là pensant que bon, je vais me faire écraser une fois que je vais dévoiler telle ambition parce que je suis en concurrent avec tel cadre politique dans la zone, ou bien je me dis, bon, lui c'est mon parrain, et si je vais révéler mes ambitions, il va m'écraser. Écoutez, il y a tout ça, donc dans les partis politiques, que nous soyons avant la réforme ou après la réforme du système partisan, les jeunes ont tout l'arsenal qu'il faut, pris individuellement même. Ils ont l'intelligence, ils sont les bras valides dans les partis politiques pour faire bouger les lignes et tout. Mais le fait est que, premièrement, est-ce que dans la considération des jeunes, est-ce que ces aînés politiques voient les jeunes dans cette posture véritablement avant les élections et après les élections? Avant les élections, les jeunes sont considérés parce que ce n'est que par eux qu'on va passer pour haranguer les foules, la mobilisation, pour gagner les élections tout simplement. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on prend une majorité de jeunes dans les partis politiques, c'est vrai qu'on ne peut pas positionner tout le monde sur les listes. C'est vrai qu'après avoir gagné les élections, on ne peut pas trouver, on ne peut pas nommer tout le monde, non plus. Mais quel est le tandem, ou bien quels sont les tandems que les jeunes même ont créés en leur sein pour se soutenir? Nous sommes 5 sur ce plateau, on a travaillé ensemble. L'un d'entre nous a émergé, il a été positionné. Quel est le retour que celui-là fait pour nous autres 4? Quel est le point qu'il nous fait? Quelles sont les opportunités qu'il nous offre pour que nous aussi, nous puissions sortir de notre situation? Est-ce qu'il a la décision? Non. Est-ce qu'il a la décision? Oui. Est-ce qu'il a les moyens d'appeler le reste des autres? Justement, la réflexion doit aller dans plusieurs sens. Parce que quand on positionne un jeune, on le met à une certaine posture, on fait souvent l'erreur de ne pas oser. Il ne s'agit pas d'un appel à une rébellion, mais on n'ose pas souvent dire la vérité
dire sa position, dire ce qu'on pense. Ce n'est pas parce qu'on m'a nommé à un poste de responsabilité que j'ai trouvé pour moi, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus de propositions à faire. Et donc, il faut faire les propositions. Quand on cite l'exemple de PASTEF et beaucoup d'autres organisations de jeunes ou mouvements de jeunes qui ont réussi à prendre le pouvoir, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont estimé qu'il faut dire la vérité, sans pour autant manquer de respect aux aînés. Mais il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut faire des propositions. C'est vrai aussi que dans les partis politiques, les propositions des jeunes sont balayées d'un revers de la main. Non, on ne dira pas ça. On n'est pas certain que c'est balayé du revers de la main. Parce que certains leaders estiment que quand ces jeunes vont émerger, ça va leur ravir la vedette, ça peut les détrôner et tout. Et donc, c'est un imbroglio qu'il va falloir décanter. D'abord, d'une part, en invitant les jeunes à se remettre en cause, en se resserrant, au lieu de se saboter, de se piétiner, de se quereller sur des choses inutiles, il faut faire bloc. Et les aînés aussi, au lieu de vouloir que les jeunes en leur sein soient divisés pour toujours régner en maître, il faut commencer par les laisser. Non mais ça vous allez revenir à une base fondamentale. Laquelle? La base, c'est la création des partis. Aujourd'hui, nous avons des partis qui sont personnalisés, d'accord? Malgré la réforme. Oui, malgré la réforme du système. Oui. C'est de grands leaders, par exemple, qui sont à la tête des partis et qui imposent souvent les directives à suivre. Et donc, ce ne sont pas des partis libéraux. Les tests qu'on s'est donnés ensemble. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez les deux grands ensembles de la mouvance présidentielle et que vous prenez l'opposition d'un côté, on sait qu'au niveau des deux grands ensembles, c'est le chef de l'État qui décide en majorité. C'est lui qui a le veto. Et lorsque vous prenez au niveau de l'opposition, on se dit que c'est l'ancien chef d'État, Yahi Boni, qui a le monopole, qui a le pouvoir de décision. Il n'y a pas que ces formations politiques, il y a d'autres formations politiques. Je les donne juste comme exemple. Et lorsque vous avez des partis comme ça, à la base, c'est déjà difficile aux jeunes de pouvoir s'affirmer dans ces partis-là. Parce que ceux qui incarnent la légitimité, qui sont membres des bureaux politiques nationaux, c'est eux qui indiquent en réalité la ligne à suivre. Et donc, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, on dit les partis imposent par exemple une règle de conduite où il ne faut pas s'écarter des règles de conduite qui sont établies au sein du parti. Mais généralement, c'est la personnalisation de ces partis-là qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce que lorsque tu viens, c'est le chef du parti, c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui te dit ce qu'il faut faire, c'est apprendre ou à laisser. Et donc, du coup, à la base, on a déjà un problème au niveau de la naissance de nos partis où il faut quitter cette affaire-là de personnalisation des partis politiques pour aller vers des partis idéologiques qui soient mieux organisés et mieux structurés. N'a véritablement rien changé pour aider les jeunes. Normalement, non, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. La plupart des jeunes qui sont dans ces partis, malgré la réforme du système partisan, ce sont des jeunes, par exemple, qui doivent suivre une directive bien donnée et qui ne doivent pas s'écarter, par exemple, en tenant compte, par exemple, de la position des leaders de ces partis-là. C'est la directive des leaders. S'il vous plaît. Et non, forcément, vous ne faites pas un parti pour être contre des leaders. Vous ne faites pas un parti pour constituer une rébellion ou un syndicat contre des leaders. Mais pour des partis qui sont bien structurés, ce n'est pas une seule personne qui décide. Non, ce n'est pas. Moi, je ne veux pas dire que c'est une personne qui décide. Parce qu'aujourd'hui, nos partis politiques, après la réforme du système partisan, c'est un conglomérat d'anciennes formations politiques, d'anciens leaders. Et je ne pense pas qu'une seule personne, qu'un seul individu puisse dicter sa conduite. Peut-être Patrice Talon, on peut le dire, le leader charismatique. Moi, je ne le vois pas en tant que, quelqu'un qui dit ça. C'est le leader charismatique. Et puis, c'est lui qui imprime peut-être la vision. On soutient la quand on dit que, les jeunes, ils n'ont pas... En fait, moi, je ne vais pas jeter la pierre à des aînés. Je ne vais pas jeter la pierre à des leaders. On travaille pour devenir leader. Des gens sont quittés quelque part. Même ceux que nous voyons aujourd'hui, il y en a qui ont commencé très jeunes et qui ont fait du chemin. Mais si moi, aujourd'hui, je croise des doigts et j'attends que, mon bonheur vienne de celui qui n'a peut-être pas fini, qui n'a un mentor, un parrain, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand on se dit que, tant qu'il n'a pas fini, moi-même, je ne vais pas venir à sa place, alors que du jour au lendemain, d'année en année, je prends de l'âge et je deviens de plus en plus vieux. On se surprend de ce que on se retrouve dans l'incapacité, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions, alors que... Vous imaginez, par exemple, que malgré la réforme du système partisan, et que la possibilité est donnée aux jeunes de se constituer en parti politique.
Des jeunes peuvent se lever aujourd'hui. Nous avons des partis politiques où ce sont des jeunes. Il y a le NFN, par exemple, qui est un parti. D'accord. Même quand l'UPS, un jeune qui est à la tête de cette formation politique. J'ai suivi, par exemple, dans un mouvement de parti politique où il n'y a que des jeunes, l'initiative a été prise par des jeunes et pour des jeunes. Mais vous savez que dans ce même mouvement politique, qui est constitué que de jeunes, il y a des tiraillements de sorte que nous en avons vu des querelles de jeunes dans des formations politiques. Vous vous demandez si ces jeunes-là sont véritablement prêts. C'est pas les partis. Vous imaginez les aînés en retrait, les observer, dire, vous voyez ceux à qui on voulait confier. Non, mais les aînés entretiennent même ça parce que ça les arrange. Voilà, justement. Maintenant, le lézard ne rentre que dans le mur qui est fissuré. Si vous ne laissez pas votre mur fissuré, le lézard ne va pas rentrer dedans. Entre jeunes même, tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on fait pour se piétiner, pour se donner des coups, et juste pour plaire aux leaders, juste pour se montrer bon aux yeux de ces leaders-là, il faut qu'on se départisse de ça. Voilà. Il faut qu'on arrive à se remettre en cause et à se demander, et si on se mettait ensemble, qu'est-ce que ça allait donner de façon plus sérieuse. Je suis un peu écœuré qu'on cite l'exception et qu'on s'en contente. Le Sénégal, c'est une exception. Le Sénégal, avec Pastef et tout, avec Sonko et son ami, le président Diomaye Faye. À part ça, c'est le Burkina Faso qui n'a pas 40 ans et qui a pris le pouvoir parce que par coup de force. Le reste, quand vous questionnez un peu, le reste des États d'Afrique, les plus jeunes, la moyenne d'âge c'est 55 ans. Ça veut dire qu'en réalité, les jeunes ne sont pas encore prêts ou ne sont pas encore, on ne leur permet pas encore de se hisser à ces postes de responsabilité. Et la toute dernière actualité, c'est celle de ce ministre-là qui a été pétanqué de ce poste au Bénin parce qu'il aurait eu, je ne vais pas citer de nom, parce qu'il aurait eu des ambitions autre, ne pas ce que le parti politique a dit. Donc, au fait, c'est quoi? C'est-à-dire que les anciens sont là et c'est un peu comme si vous êtes à leur côté, ils vous tapent la tête pour dire attention, n'ose pas lever la tête à plus de hauteur que ce que je te permets. Donc, du coup, les jeunes aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils manquent d'ambition, c'est pas parce qu'ils on se tait et puis on est là, on observe. C'est fini l'époque où les Adrien Oubedi, à 30 ans ou 29 ans ou 25 ans, est devenu procureur, est devenu ministre, est devenu ça. Aujourd'hui, c'est comme si vous n'êtes pas dans le système, vous n'y êtes pas du tout. Et même quand vous êtes jeune, avec un background, ça ne marche pas. Oui, quelle est votre interrogation? Oui, j'ai une interrogation. C'est qui les aînés? Parce que quand on prend de 90 à aujourd'hui, les aînés, les jeunes d'entre-temps sont devenus des vieux. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a... personnes âgées. Bon, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une tradition qui se perpétue, de sorte que les jeunes d'aujourd'hui voient ce que font les aînés d'aujourd'hui. Et au fur et à mesure, eux autres, ils appliquent cette même loi, de sorte à ne pas permettre aux moins âgés d'émerger. Et donc, ça devient une tradition. L'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il ne faut pas tisser. D'accord. Finalement, j'ai une question pour vous. Nous allons vers des élections générales en 2026. Après cela, on se donnera rendez-vous pour 2031. Comment va se présenter le tableau? Non, moi, je ne m'attends pas au miracle. Non, de toute façon, rien ne va changer. Hein. Tout à l'heure, je le disais. On profite de la jeunesse. Je pense qu'on profite de la jeunesse. C'est vrai qu'il y avait une jeunesse qui se réveille. Vous êtes vrai, vous ne pensez pas au miracle. Il y a eu peut-être de temps à autre un vent de renouvellement de la classe politique et impulsé, il faut le dire, par le président de la République. Et il y a un certain rajeunissement au niveau des instances dirigeantes de certaines formations politiques, par quelques nuances près. Rajeunissement ou changement de tête? Non, on a vu quand même des jeunes qui sont devenus maires avant l'âge de 30 ans, quelqu'un quand même qui a été maire avant l'âge de 30 ans, des jeunes qui sont promus députés à la faveur des réformes législatives qui ont été opérées au niveau du code électoral et de la Constitution aussi. Bon, il y a eu quand même quelques cas. Maintenant, pour 2026, je ne vois pas cette jeunesse-là. Il suffit d'interroger les jeunes, leur demander qui est-ce que vous pensez objectivement briguer le fauteuil présidentiel après partie salon. Ils ne vous citeront jamais le nom de quelqu'un qui est
quand même dans la fourchette qu'on peut considérer comme étant... Non, est-ce que vous en avez d'ailleurs même dans la fourchette qui exprime son ambition? Déjà, voilà, vous n'en avez pas. Déjà qu'au niveau de la Constitution, notre Constitution en 90 a été taillée sur mesure en créant une barrière. 40 ans, c'est déjà trop. C'est comme si c'est à cet âge-là que vous avez peut-être les capacités psychologiques, mentales pour pouvoir diriger. Alors qu'on a vu ailleurs, il a pris l'exemple d'Emmanuel Macron, même si aujourd'hui, bon, sa gouvernance est tiraillée de part et d'autre, il y a eu des failles, vous savez, il y a toujours des choses. Donc il y a beaucoup de choses à corriger. Et moi, je ne pense pas qu'en 2026, qu'on sera au bout quand même de nos peines. Surtout que des jeunes qu'on a vus récemment encore susciter la candidature d'un certain acteur politique, créer un mouvement, vendre un idéal, et il a suffi que, bon, peut-être celui-là ait peut-être quelques soucis d'ennui judiciaire pour qu'on voie un peu comment est-ce que ces jeunes-là ont commencé à se tirer. Donc c'est aussi ça, le mouvement de jeunes, c'est-à-dire les espoirs qu'on tisse au sein de la jeunesse. Non, j'ai espoir parce que désormais on a une jeunesse qui est quand même, qui a une certaine vision. Une jeunesse qui a vu faire et qui sait que dans d'autres pays, effectivement, quand les jeunes prennent le pouvoir, effectivement, ils font quelque chose de bien, de potable. C'est fini l'époque où on a pensé que les jeunes vont constituer des poseurs d'affiches. C'est fini l'époque où les jeunes ont servi d'échelle. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, quand vous les écoutez hors micro et dans les couloirs, ils se disent... Oui, Patrice Talon, c'est lui qui va vraiment décider du sort de la mouvance présidentielle. Boni Yahi du sort de la mouvance de l'opposition. Mais ils s'attendent à voir forcément des jeunes promus, des jeunes proposés. Et quand vous dites jeunes, la jeunesse, nous attendons quelqu'un quand même qui n'a pas 60 ans, qui n'a pas si. Nous voulons quelqu'un qui vraiment représente une certaine jeunesse dans le pays et qui travaille vraiment à promouvoir les intérêts des jeunes. Parce que c'est ça qui fait le gros problème. On a une jeunesse aujourd'hui qui est un peu aliénée, qui se dit, les institutions sont là et ne nous défendent pas. Ils sont là, ils sont plein là. Vous avez des vieux qui quittent l'institution, qui se retrouvent dans d'autres institutions, et on les parachute partout. Je pense que c'est fini l'époque où on voit des vieux qui font la pluie le beau temps. La jeunesse, vous allez voir, la jeunesse vous l'avez déjà dit, si ce n'est pas qu'il y a eu un nœud judiciaire, vous avez vu comment la jeunesse a commencé déjà pas à prendre certaines candidatures au sérieux. Mais maintenant que ça fait beaucoup d'argent, oui, bon, ils sont de beaucoup d'argent, et puis la preuve, quand un changement ou pas du tout? Je l'avais déjà annoncé tantôt qu'au niveau des partis politiques, lorsqu'on va toujours continuer à personnaliser les partis politiques, à avoir des leaders qui vont toujours utiliser les jeunes pour atteindre leurs objectifs, et juste après avoir atteint les objectifs, les jeunes sont laissés de côté. Oui. Systématiquement, ça veut dire que c'est le même recommencement, c'est un cycle qui continue. Tant qu'à partir des partis politiques, on ne va pas commencer par définir des idéologies claires, définir une structuration, d'accord, de telle sorte que les partis seront très bien structurés, très bien organisés, pour qu'on sache qui décide quoi à un moment donné, que ça ne soit pas seulement une seule personne qui porte les partis politiques. On commencera déjà à changer positivement, de façon substantielle, les choses, pour arriver à une étape où les jeunes auront des pouvoirs de décision. Parce que c'est dans cette même politique que beaucoup de jeunes, à coup d'argent, à coup de je ne sais quoi, de trahison, arrivent quand même à trahir également. C'est des jeunes qui n'ont aucune vision, en fait. Ils n'ont aucune vision. Ouais, une idéologie. Donc, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. C'est des jeunes qui ont fait. C'est à la base, et les responsabilités sont partagées de part et d'autre, que par les aînés, qui, dans l'ombre, essaient de monter les jeunes les uns contre les autres, dépendant de leurs intérêts, que des jeunes également qui ne veulent pas aspirer à une réelle idéologie et qui veulent toujours être au premier front pour pouvoir satisfaire à travers les réseaux sociaux, à travers le militantisme qu'il faut, et qu'à la fin, qu'on puisse les écarter aujourd'hui pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Oui, j'ai espoir, et mon espoir va grandir davantage quand on va s'approcher. Pas l'ami de quelqu'un qui a espoir. Et l'ami de quelqu'un qui a de l'espoir, vraiment, parce que moi, ça ne reflète pas quelqu'un qui a de l'espoir. En fait, quand on analyse un peu la situation, on a espoir, mais on se pose des questions. Déjà que de 2016 à aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de jeunes... est entouré de beaucoup d'incertitudes. Déjà que de 2016 à aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont été promus, il faut le reconnaître, dans les sphères de l'exécutif et des autres postes électifs. C'est un fait. Maintenant,
Quand on analyse un peu l'engouement que suscite la politique au sein de la jeunesse, on a espoir que les jeunes ont envie de faire quelque chose. Les jeunes ont envie de prendre des responsabilités. Les jeunes ont envie de travailler pour élire quelqu'un qui se dit jeune et qui se retrouve au sein de la jeunesse. Il y a les jeunes aussi. On dit la jeunesse est un état d'esprit. Un homme de 60 ans peut se dire jeune parce qu'il pense qu'il a une réflexion. Même à 90 ans, voilà. ans. Mais la jeunesse reste la jeunesse. Ce n'est pas un vieux de nous dire qu'il a un état d'esprit. Nous voulons vraiment des jeunes qui sont véritablement jeunes et qui travaillent pour les jeunes. D'accord, nous allons pousser la réflexion un peu plus loin tout à l'heure avec des acteurs que nous voyons au front et que nous avons invités en plateau. On va les retrouver tout à l'heure en toute franchise. On leur posera la question et ils nous diront un peu comment ça se passe et si ils ont espoir que ça changera et que la jeunesse finira par prendre ses responsabilités. J'espère qu'ils viendront avec des chiffres. En tout cas, on leur donnera la parole, ils se prononceront tout à l'heure. Très rapidement, cher monsieur, à l'Union progressiste Le Renouveau, l'heure n'est pas du tout à la sérénité. Le bras de fer entre parties prenantes se poursuit. Dernier épisode dans ce feuilleton, fusion, absorption, quel autre adjectif, dissolution, récépissé définitif brandi par le parti du Renouveau démocratique, une demande d'explication du secrétaire général de l'UPR, Gérard Benoît, et la réponse de Gratien Arouamenou, membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale de l'UPR, mais on rappelle qu'il est un allié inconditionnel du Parti du Renouveau démocratique. Eh bien, ces échanges de lettres qui secouent le parti, messieurs, que vous inspire la tournure que prennent les choses à l'Union progressiste Le Renouveau? Gabin. Bon, moi, je suis un peu dérangé par ce débat. Vous êtes des gens. Ce débat que je trouve un peu malsain. Malvenu parce que je vois la volonté d'une personnalité de tenir coûte que coûte à l'existence d'une formation politique que vous et moi, objectivement, on pensait déjà ranger aux oubliettes, sinon dissoute, au travers de la fusion qui est intervenue, qui a été formalisée en 2022. Moi, ramener ça à quelques encablures des prochaines élections générales, moi, je pense que ça pose un problème. Les débats du genre à l'approche des élections. On a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai qu'on a avancé beaucoup d'arguments juridiques, on est passé par beaucoup de gymnastique. Et c'est pas fini, les arguments juridiques. De gymnastique et tout. Mais au-delà de ça, je trouve que ça pourrit un peu le débat politique, de mon point de vue. C'est comme si, quelque part, parce que si on se met dans la logique d'Adrien Mbegui, le PRD continue d'exister. Maintenant, comment se fait-il que lors de que vous faites une fusion, vous avez des acteurs justement, politiques... est-ce que l'Union progressiste, Le Renouveau, a apporté la preuve du contraire jusque-là, depuis... l'Union progressiste considère que l'UP n'existe plus dans sa forme avant fusion et que le PRD également a disparu dans sa forme avant fusion. Oui, et puis, moi, je trouve, il s'endosse, il se rabatte sur la décision rendue par la Cour constitutionnelle qui a été saisie d'un recours pour apprécier un peu la capacité ou l'habileté du parti Union progressiste Le Renouveau à désigner des conseillers communaux ou l'Union ou la Cour de façon tacite à prononcer la dissolution des deux instances qui constituent Le Renouveau. Donc je pense que dès lors, on ne va pas continuer à polémiquer autour de ce débat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a deux avocats de haut rang se sont mis ensemble pour fusion ou tout ce qu'on peut appeler cette mise ensemble-là. Mais pourquoi aujourd'hui il y a ce problème? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait ou qu'est-ce qui n'a pas été totalement fait? Parce qu'à un moment donné, si Maître Adrien Mbegui brandit aujourd'hui des preuves, c'est parce qu'il a trouvé quelque part des failles. C'est parce qu'il a des raisons de dire aujourd'hui qu'il n'est pas totalement dissous dans l'UP Le Renouveau. Et donc, est-ce que tous les garde-fous ont été mis? Est-ce que dans les accords
tout a été fait de sorte que dans 10 ans ou dans 15 ans, qu'il n'y ait jamais de problème? Je crois que la réponse est non. C'est peut-être à un moment donné, je ne parlerai peut-être pas de complaisance, mais il y a eu un trop de confiance qui a fait que... Parce que quand on écoute les propos de Maître Adrien Oumbédi à un moment donné de l'histoire où il disait qu'il ne voudrait même pas perdre son temps pour lire les accords proposés par son jeune frère ou bien son ami Djogbenou et qui lui fait totalement confiance, est-ce que la confiance a été totale? Est-ce que la confiance a été vraiment totale? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui, si la confiance avait été totale, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Voilà, qui secoue malheureusement. La situation, oui, allez-y très rapidement. Rapidement, à un schéma. Lorsque vous voulez prendre une femme, vous allez voir la famille, vous la dotez. D'accord. Mais mis à part l'aspect de pouvoir faire la dot, ça veut dire qu'avec votre femme, vous devez vous entendre sur des minimums, satisfaire ses besoins sur un certain nombre de plans. Et lorsque vous ne comblez pas tous ces besoins, d'accord, attendez-vous à un moment donné que la femme puisse remettre en cause, d'accord, un certain nombre de principes liés à la dot. Peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être une casserole qui avait manqué, c'est peut-être un homme pourrait subvenir pour dire qu'il y avait tel élément qui avait manqué dans la dot. Et c'est ça qui milite en réalité dans le fait de pouvoir ce que la femme veut divorcer. Et donc au niveau des fusion, en réalité, des unions qui unissaient ces deux parties, c'est qu'il y avait déjà problème. Il y avait déjà problème. Il y avait déjà problème parce que, à un moment donné, sûrement que celui qui incarnait l'un des partis ne se retrouvait plus dans cette fusion. Tout ce qu'il avait espéré avoir, il ne l'avait plus. Oui. Et donc, avec la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous voyez venir à l'horizon? Non, ce que moi je prévois, c'est sûrement qu'il y a deux possibilités. Soit les acteurs au niveau de l'UPR, d'accord, je pourrais dire de l'UP aujourd'hui, seront obligés d'aller en négociation avec le PRD pour aller négocier, pour ramener la balle à terre. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'ils iront totalement dans un différend qui ne va pas aboutir, alors que nous sommes dans une période très sensible où ils ont besoin d'alliances, de fusion, de s'entendre pour aller faire un combat d'ensemble. Et comme ça, lorsqu'ils vont évoluer, même si éventuellement l'UPR revendique le fait que le PRD soit totalement dissous, c'est que le PRD a également toujours des militants qui croient en lui et des leaders politiques qui réclament l'identité du PRD. Et même si, sur le papier, aujourd'hui, on a l'UPR et que s'il y a cette désolidarisation, c'est que le PRD pourrait se retrouver de l'autre côté avec ses militants, même si formellement l'UPR existe toujours. D'accord. Herman. La même loi qui a prévu le mariage a prévu la dissolution du mariage. Le divorce. Il y a le divorce. Donc pour moi, il n'y a pas de mariage à vie. D'accord. Je m'étonne simplement de constater qu'on adresse une demande d'explication à un secrétaire général adjoint d'un parti, alors que le président du parti a fait une lutte. C'est-à-dire que le chef même écrit, on lui demande pas de s'expliquer. C'est celui qu'on envoie sur les plateaux défendre ce que le chef a dit. C'est à lui qu'on adresse une demande d'explication. Je pense que à la place des leaders de cette formation politique, je les inviterai, vous avez demandé ce qui n'a pas marché, je les inviterai à aller voir Adrien Oumbédi, à négocier avec lui, à causer avec lui. Ce qu'il veut, ils n'ont qu'à lui donner. Ce que nous voulons, nous voulons là. Ils n'ont qu'à faire. Parce que je pense que tout se passera à ce niveau. Il ne s'agit pas... a déjà essayé de faire le premier pas. Mais il y a aussi... le cas qu'ils disent, vous faites ce qu'ils veulent. Ah non, il n'a pas le dit publiquement. Et ce qui me fait un peu mal, c'est vrai que les tests internes de partis ne sont pas au-dessus de la loi de l'État. La charte de parti politique dit qu'il faut la dissolution prouvée des deux formations politiques se mettent ensemble. Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que ça a été prouvé? Je pense qu'il faut... il y a des débats scientifiques, des débats juridiques qu'il faut faire à ce niveau. Au-delà du président de l'UPR, le président de l'UPR, Joseph Djogbenou, d'un côté, Maître Adrien Oumbédi qui revendique son PRD de l'autre côté, est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine médiation du chef de l'État, Patrice Talon, qui est le patron de la mouvance présidentielle, dans ce dossier? Question que je vous pose, on reviendra sur le sujet dans le prochain numéro. Merci beaucoup, cher monsieur. C'était donc les points de vue avec vous, Herman Niamboussou, Gabin Goubi, Omar Salouf et Marc-Johannes Goudianou. Allez, très bonne soirée à vous. On va installer un plateau. Mauton Ghislain à Guédégué, il est administrateur de projet. Il est aussi acteur politique. Docteur Cyriac Ourou, qui est universitaire, conseiller politique du parti Les Patriotes, le Rassemblement des Kérékouistes. Et puis Romaric Bocor, président de l'association Jeunesse Dynamique, militant du Bloc républicain. On parlera de la jeunesse militante. Est-ce qu'elle doit continuer de servir les intérêts politiciens ou prendre son destin
en main. Nous sommes en toute franchise sur le grand rendez-vous Parole aux véritables acteurs. Nous parlons ce soir de la problématique de la jeunesse politique, quels sont ses choix, sa participation aux luttes politiques et justement où se trouve sa place dans le landerneau politique béninois depuis un certain temps. Est-ce que notre jeunesse politique est reléguée au second rang ou réhabilitée? Ce sont là des questions autour desquelles nous allons échanger avec nos invités déjà bien installés en plateau. Maouton Ghislain Guédébé, bonsoir. Bonsoir Christian et merci pour l'invitation. Merci également de répondre présent à cette invitation. Vous êtes administrateur de projet, vous êtes acteur politique et militant de longue date. Oui, militant de longue date, ça fait combien d'années déjà de militantisme? Oh, j'ai eu la chance de militer dans un parti politique depuis les années 2010. Oui, depuis 2010. Depuis 2010 en effet. Une forte expérience politique. En tout cas, on va revenir sur votre parcours lié donc à la problématique du débat de ce soir. Bonsoir à vous, docteur Syria Kourou. Bonsoir Christian. Bienvenue. Merci. Vous êtes universitaire, vous êtes également conseiller politique du parti Les Patriotes, Rassemblement des Kérikouistes. Au niveau de votre formation politique, la question de la jeunesse, vous la placez à quel niveau? On va en parler, c'est pour ça que je suis là. D'accord, merci. Bienvenue. Romaric Bokor, bonsoir. Bonsoir Christian. Président de l'association Jeunesse Dynamique, militant du Bloc républicain. Merci de répondre présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, au niveau de la jeunesse militante, ça se passe bien pour vous? Déjà, permettez-moi d'abord de préciser quelque chose. Je ne suis pas là en tant que membre du Bloc républicain. Certes, je suis toujours membre du bureau politique du Bloc républicain, ancien candidat aux législatives 2023 dans la 15e, mais je n'interviens pas en tant que membre du Bloc républicain. Vous intervenez en tant qu'acteur politique? En tant qu'acteur politique et en tant que promoteur du programme World Benin Fiesta pour zéro pauvreté, pour l'éradication de la pauvreté au sein de la couche juvénile. Voilà. Merci beaucoup. Alors, cher monsieur, la participation des jeunes aux luttes politiques, comment est-ce que vous l'appréciez sous nos cieux? Je commence par vous, docteur Syriac. D'abord, je voudrais te dire merci pour cette invitation, Christian. Et avant de prendre la parole par rapport à cette question, je voudrais également dire merci à ta chaîne de télévision qui ne ménage aucun effort pour que l'émulation en termes d'idées politiques puisse se faire au niveau de votre chaîne de télévision. Oui. Je voudrais également dire merci aussi à mes leaders politiques qui ont cru en moi, qui m'ont mandaté pour venir faire cette émission avec toi. Et dire que la question que tu poses par rapport à la question de la jeunesse reste une question vraiment essentielle et existentielle dans la vie des partis politiques au Bénin. Et chez nous, au niveau des patriotes, c'est une question très essentielle et très stratégique sur laquelle nous travaillons. La place de la jeunesse dans les décisions politiques. Et justement, quelle place accordez-vous à cette jeunesse-là dans vos décisions politiques, si vous en avez déjà pris? Chez nous, la jeunesse a une place très très importante. Parce que vous le savez très bien, on dit quoi? Que la jeunesse est l'avenir de demain. Et si la jeunesse est l'avenir de demain, c'est que toutes les décisions qu'on doit prendre, d'accord, pour conduire nos différentes politiques, doivent tenir compte de la jeunesse. C'est très très important parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans la jeunesse. Et comme vous l'avez dit, on le sait aujourd'hui, la place qu'occupe la jeunesse dans les questions politiques. Lorsqu'il s'agit de la mobilisation, nous les voyons au front. Mais fondamentalement, quelle est la place, quelle est l'importance qu'on leur accorde au sein des partis politiques? Cette question, elle reste fondamentale et il faut que nous puissions l'aborder en toute franchise, en toute sincérité. D'accord. On va revenir à vous pour les développements. Je suis avec vous, Romaric Bokor. Oui, la jeunesse, on sait qu'elle est beaucoup bien sollicitée dans les formations politiques. Il y a cette jeunesse qui est véritablement engagée, un peu comme vous, dans la sphère politique. Mais aujourd'hui, est-ce que cet engagement paye? Vous savez déjà, il faut préciser que les jeunes sont la main-d'œuvre politique de tous les partis politiques. C'est la couche écrasante, c'est la couche qui fait tout. Et on a tous remarqué que vers la fin, je pense que ce sont les moins, je ne dirais pas rémunérés, mais les moins bénéficiaires de l'effort commun. Vous savez, ce qu'on a remarqué au Bénin, quand il s'agit des campagnes électorales, les jeunes sont les premiers qu'on invite. Mais dès que les campagnes sont terminées, on ne les invite plus à la table de négociation.
Mais je pense que ce n'est même pas la faute de nos leaders, c'est la faute de nos jeunes. Même. Voilà, la question que j'allais vous faire. Voilà. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes 59% de la population. Les jeunes de 18 ans jusqu'à 40 ans ou 35 ans, ils sont majoritaires. De 15 jusqu'à 18 ans, de 15 ans jusqu'à 35 ans, je pense qu'ils sont plus de 50% de la population. Lorsque ça vaut, un parti politique ne peut pas remporter une élection, c'est que votre participation a un effet significatif sur le résultat final. Donc moi, j'aimerais déjà dès aujourd'hui à inviter, à exhorter tous ces jeunes que c'est maintenant qu'il faut aller négocier. C'est maintenant qu'il faut aller négocier avec le responsable de parti respectif. Pour le dire, nous voulons les têtes de liste. Je l'ai dit et je le redis. Lorsque vous ne négociez pas bien votre place, mais vous ne serez pas. Et comment dire, vous ne gagnerez pas les élections. Aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas tête de liste ou deuxième tout au plus, vous ne gagnerez pas. Donc, il faut d'abord aller négocier cette place. Et si on ne vous trouve pas cette place, lorsque votre parti gagne, qu'est-ce qu'on vous propose? On va me dire que la charte de parti politique a prévu dans ces articles qu'il faut choisir les gens dans leur parti respectif. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'il y a des gens qui n'ont pas milité. Et on laisse ces jeunes, on prend d'autres personnes. Donc il est peut-être temps que les jeunes eux-mêmes s'affirment et sont conscients de leur potentiel et se regroupent. Ça peut être même au sein d'un creuset. À 6 mois des élections, je pense qu'on devait déjà commencer par les entendre. Alors, vous parlez de la négociation. On va revenir là-dessus tout à l'heure dans nos discussions avec les autres membres qui partagent le plateau avec nous. Oui, Ghislain Guédébé, le militantisme jeune, oui. Les jeunes au front, oui, également. Les jeunes qui jouent les premiers rôles quand on les invite, quand il s'agit d'élections. Et on sent que c'est très souvent, quand on parle d'élections, que les jeunes sont beaucoup plus invités. On demande beaucoup plus aux jeunes de se mobiliser. Pourquoi, après les élections, on ne voit plus cela? Que deviennent ces jeunes? Alors, déjà, je tiens quand même à faire un coucou à vos téléspectateurs. Ils vous disent merci. Alors, de l'autre côté, je voudrais souhaiter qu'avec les amis, qu'on fasse un débat franc, d'accord, et sans fioritude. L'un mis dans l'autre, la jeunesse, tout le monde l'a dit, avec des pourcentages liés aux tranches d'âge, est la couche la plus importante de la population, qu'on soit en politique ou non. Ça, on devrait le savoir. Après, quand au Bénin, il est dit qu'une femme, jusqu'à la fin de sa vie, pourrait faire environ 6 enfants. 6 enfants, pour arrondir le chiffre. Donc, c'est la conséquence directe de la démographie galopante. Nous avons des jeunes qui sont de mieux en mieux formés, et très bien formés, avec des outils. Quand vous prenez aujourd'hui un jeune, sa capacité, surtout avec les outils de digitalisation aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire les 5 ans à l'université pour accéder à la même connaissance que nous autres, si je peux me permettre. Alors, quand on dit ça, il faut vraiment rentrer dans la réalité. Nous sommes en politique. Est-ce que la politique intéresse déjà les jeunes? Est-ce que c'est la politique qui les intéresse ou le fait de pouvoir se prendre en charge? Ça peut passer par un emploi, ça peut passer par la politique. Quand vous avez une vue qui vous démontre, ou bien votre passé, la logique vous a toujours démontré que c'est ceux qui sont rentrés en politique qui deviennent riches. Les jeunes veulent rentrer en politique pour devenir riches. Et c'est tout l'erreur qu'on commet. Est-ce que c'est pas ce qu'ils ont vu faire? Il y a aussi des personnes adultes qui rentrent en politique pour devenir riches. Non, on dit les jeunes à ça. Non, moi, je suis toujours s'il vous plaît. On peut encore comprendre que tu sois d'un certain âge, que tu as une grande expérience de la vie et que tu penses que tu vas en politique pour t'enrichir. Mais les jeunes,
Je ne me donnerai pas ce conseil et je ne leur donnerai pas ce conseil. Alors, le succès en politique, ça revient à quoi? Lorsque vous êtes jeune et que vous entrez en politique, c'est parce que vous pensez à un objectif que vous voulez atteindre, gravir des échelons, être promu à des postes de responsabilité. Mais vous passez votre vie à militer et finalement... Vous avez posé la question tout à l'heure, ça me rejoint très bien quand vous étiez en train de dire que je suis un militant de longue date. Oui. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Et d'ailleurs, vous devriez le savoir. Moi, à un âge donné, j'ai dit je ne prends aucun poste politique sur les 10 ans qui vont venir. Parce que j'ai appris un métier, je veux me faire former. Quand je serai en politique et que mon parti, par exemple, ou mon camp ne serait pas au pouvoir ou que j'aurai une promotion, je vais pouvoir travailler, me prendre en charge et nourrir mes enfants. Donc, de ce point de vue, il faut savoir là où on va. Il faut savoir ce que l'on recherche. Mais après, vous avez des chanceux. Tout le monde n'a pas le même destin. Le gars, il n'est même pas resté au Bénin, il n'a pas été à l'école. Vous avez plein de ministres aujourd'hui qui n'ont pas milité comme vous et moi, mais qui ont la chance d'être à de grands postes politiques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, que le système partisan, qu'on le veuille ou non, est venu corriger un peu cette malfaçon-là. Je développerai... D'accord, on voulait, oui, docteur. Oui, merci beaucoup. En écoutant nos amis tout à l'heure, je voudrais plutôt que rebondir sur la question du militantisme de la jeunesse. Et c'est là, en réalité, que se pose la vraie problématique. Quel est le niveau de militantisme de la jeunesse aujourd'hui au Bénin? Que ce soit pendant la période démocratique ou après les réformes que nous avons eues aujourd'hui. Pour nous, ce que nous pensons, c'est qu'au Bénin, ici, aujourd'hui, et après une analyse approfondie, nous avons constaté que la question de militantisme n'est pas inculquée au niveau de la jeunesse. Ce qui fait que la jeunesse est instrumentalisée lors des élections. Je m'explique. Oui, allez-y. Vous prenez des jeunes, d'accord, qui viennent en politique, juste comme vous l'avez dit, parce que ce qu'on leur a miroité, on leur a montré qu'il faut venir en politique pour faire ceci, pour faire ceci, pour faire ceci, sans leur donner une culture politique. C'est le véritable problème. Et quand ils arrivent comme ça, le leader politique qui veut les utiliser, c'est comme si c'était un contrat. Ils viennent travailler sur la base d'un contrat. Tu vas servir comme prestataire de service pour moi. Il faut le dire, les jeunes sont pris comme des prestataires de service. Et quand ils travaillent, quand ils ont fini de rendre le service, qu'est-ce qui arrive? On les met de côté. Et lorsqu'il s'agit de décider, finalement, ils ne sont pas pris en compte et on se plaît. Cela pose quoi? Le problème de militantisme. Nous n'avons pas la culture du militantisme. Et je voudrais inviter aujourd'hui tous les partis politiques, d'accord, surtout avec les réformes aujourd'hui du système partisan, à tenir compte de cette question. Nous devrons former nos jeunes. Si la jeunesse constitue le fer de lance de demain, d'accord, cette jeunesse doit être aussi formée sur le plan politique. Comme mon frère venait de le dire, aujourd'hui les jeunes sont formés sur divers domaines. On n'a plus besoin de passer assez de temps. Avec les outils numériques aujourd'hui, beaucoup ont acquis des compétences, des capacités, de savoir-faire. Mais dans le plan politique, dans le domaine politique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Et ça, il faut que la réflexion puisse se poursuivre au niveau des différents partis politiques pour que désormais la jeunesse soit prise en compte, que la culture politique, que le militantisme soit enseigné au niveau de la jeunesse. Et vous allez voir, quand ça va se faire comme ça, la jeunesse va prendre ses responsabilités. Oui, le militantisme politique, oui. Déjà, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut une école politique. Il faut que dans chaque... Toutes les formations politiques, il faut que dans chaque parti politique... des écoles politiques, mais qui ne fonctionnent pas. Mais qui ne fonctionnent pas. Mais non. Mais quand on me dit que les jeunes, quand ils rentrent dans la politique, c'est pour répondre un peu à mon cher collègue, que la plupart, que c'est pour un besoin immédiat. Ou... Moi, j'ai été candidat au communal et au législatif. J'ai rencontré des jeunes politiques talentueux, compétents, qui remplissaient pour moi les deux conditions préalables avant d'entrer en politique. La première condition, c'est laquelle? C'est qu'il faut avoir un niveau intellectuel, un certain nombre de capacités cognitives, pour que, lorsque vous donnez votre avis, que cela soit pris en compte. C'est très important en politique, et j'en ai rencontré, à 22 ans qui ont déjà 2 masters. J'en ai rencontré à 25 ans qui sont en doctorat, ou qui l'ont déjà. La deuxième condition, c'est au moins avoir un gagne-pain qui vous permet, lorsque vous avez un avis à donner, que cet avis ne soit pas influencé. C'est important. Parce que vous avez aujourd'hui des gens, une fois qu'ils ont fait, soit ils se taisent, et lorsqu'on leur donne quelque chose, mais ils commencent par fanfaronner. Ils ne sont pas jeunes.
Et moi, des jeunes que j'en ai rencontrés, mais ils sont pleins de convictions. Des jeunes politiques talentueux au Bénin, nous en avons. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça leur apporte quand ils militent? Ça leur apporte quoi finalement? Avec toutes ces capacités, tout ce que vous venez de citer. Mais vous savez, les gens doivent comprendre que la politique, c'est un rapport de force. Moi, je me rappelle, quand on était à l'UMP, il y avait un député qui s'appelait Claude Prunel. Il nous a dit ceci. La politique, c'est la théorie des stratégies des jeux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait les statistiques comme moi, la théorie des incertitudes, où chaque joueur adopte une stratégie donnée. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre ce qu'on appelle l'équilibre de John Forbes Nash. Ça dit qu'à la fin, il faut adopter une stratégie dite optimale. Mais c'est aux jeunes de définir ces stratégies. Mais lorsque vous n'avez rien à proposer, lorsque au début, je le dis, vous négociez mal, les gens vont marcher sur vous. Oui. Alors, la théorie des jeux, si nous l'invitons en politique, mon cher ami devrait comprendre, soit on a la stratégie gagnante, soit on a la stratégie perdante. Absolument. Et rien ne nous garantit que la stratégie que nous mettons en place, un peu comme dans la vie de chacun, est celle gagnante. Ce que moi je voudrais dire, mon cher ami, les partis politiques, il faut former les jeunes, il faut avoir une école de jeunes. Quel est le parti politique aujourd'hui qui n'a pas sa frange de jeunes bien organisée? Voilà le groupe des jeunes, l'association des jeunes du parti, les patriotes, voilà les jeunes du BR, voilà les jeunes du parti politique UP Le Renouveau. En réalité, ce que nous devrions rechercher, mon ami l'a dit en partie, je pensais qu'il me contredisait, mais en réalité, on dit la même chose. Allez rechercher une petite formation. Je peux même dire formation d'artisan. Affirmez-vous un peu. Il faut avoir la capacité de se donner à manger, sinon tu vas suivre le premier qui pourra t'acheter du pain ce soir. S'il est un aventurier... Et là, vous n'avez pas la conviction. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Mais de façon structurelle, je le disais précédemment quand j'avais la parole, vous savez, la réforme du système partisan a ses mauvais côtés. Il y a un panel de spécialistes qui étaient sur le plateau avant nous. J'ai suivi un peu. C'est des chroniqueurs. C'est des chroniqueurs de l'émission. Ils ont vraiment dépiécé, chacun à son niveau. Mais j'ai eu le sentiment, je peux me tromper, qu'ils m'excusent, il y a eu beaucoup plus de mal trouvé à la réforme du système partisan que de bien. Allez-y. Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que tu sois jeune, que tu sois vieux, en tout cas au niveau du parti UP Le Renouveau, que je ne représente pas forcément ici parce que je n'ai pas été mandaté pour, j'ai informé, vous ne pouvez être militant que vous êtes dans un quartier. Vous ne pouvez plus être le militant que le leader a parachuté de loin pour dire maintenant, ah, toi je vais te faire. On ira chercher la liste des militants du bureau, du quartier, du dernier quartier du 9e arrondissement de Cotonou pour voir si vous y êtes. La réforme a mené au point où, pour prendre de grandes décisions, on va chercher la liste de présence à toutes les réunions. C'est ça, militer. Prendre des rôles. Mais après ça, quand vous ne vous définissez pas une stratégie propre, vous n'avancez pas. Tu es dans le quartier et tu attends qu'à chaque fois le parti appelle à une réunion pour... Non. Regroupe des jeunes comme toi, discuter. La prise d'initiative. Voilà, prendre l'initiative. Mais vous voyez un peu le contexte. Mais après pour prendre des initiatives, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a des moyens qu'il faut débourser. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au-delà des moyens, écoutez, si moi aujourd'hui, je sais utiliser l'intelligence artificielle, plus que la plupart de mes pairs aujourd'hui, je peux les réunir. Ils ont presque tout le monde sur son téléphone aujourd'hui, sur son smartphone aujourd'hui. Je suis en capacité de leur dire, je peux vous former pendant 30 minutes sous le couvert d'une activité du parti. C'est à cela qu'on appelle. Donc on n'a plus besoin forcément de d'aller chercher de gros moyens ou bien d'attendre le leader pour dire je veux faire telle activité, il faut me financer. Non, moi j'ai été à plein de réunions où les jeunes revendiquent. Ils sont dans la logique de vos questions. Ils sont dans la logique de nos réponses. Nous, on a travaillé, on a fait tout ça là. Après, on n'a rien. Mais est-ce que ces prises d'initiative sont soutenues justement par les aînés? Oui. Et la question que mes deux amis venaient de poser ici, je vous dis, il faut vraiment qu'on ne perde pas de vue cette question.
D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on laisse la question réelle même du militantisme de la jeunesse au niveau des partis politiques pour aborder d'autres questions. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les questions existentielles. Oui. Lorsque vous êtes jeune et vous voulez militer dans un parti, au-delà du fait même que vous devez être bien formé, bien éduqué, avoir un emploi, d'accord, de quoi vivre, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas suivre des gens sur la base de rien. Vous devrez suivre des gens sur la base d'une idéologie, d'une vision. C'est comme ça. Et cette idéologie, cette vision, ça manque aujourd'hui au niveau de nos différents partis politiques. Il faut l'enseigner. Les écoles de partis existent au niveau des partis politiques, mais nous ne les voyons pas sur ce front. Et c'est très, très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la jeunesse est instrumentalisée. Vous avez beau avoir un emploi, vous avez beau avoir ceci. Lorsque vous militez dans un parti politique, vous militez sur la base de quoi? Quelle est l'idéologie que vous voulez défendre? Quelle est la vision que vous voulez décliner? C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la question du militantisme de la jeunesse, et les questions politiques, il faudra vraiment qu'on reste vraiment circonscrit. Il me rappelle exactement, monsieur, si vous permettez, le candidat Patrice Talon, pendant la campagne. On lui a demandé, il veut être président de la République, un de vos collègues lui a demandé, est-ce qu'il est de la gauche, est-ce qu'il est de la droite? Il prend le recul et il dit, je peux vous répondre, très très honnêtement. Mais je ne suis pas en capacité de convaincre les gens qui veulent voter pour moi là, d'être de la gauche ou de la droite. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas être... La gauche et la droite, le concept est venu d'où? Des politiciens se sont assis, ils défendaient des idées, ça allait dans tous les sens. Et quelqu'un de plus éclairé a dit, vous asseyez-vous à la gauche, vous asseyez-vous à la droite. Et le concept est parti de là. Après, c'est de l'idéologie. Je suis convaincu qu'il y en a parmi nous qui ne comprennent pas très bien quand on dit je suis léniniste, je suis capitaliste, je suis telle chose. On l'a tous appris à l'école. Progressiste. Je suis progressiste. Républicain. Je le dis pour ne pas perdre ma réponse de vue. Je le dis pour qu'on n'embrouille pas davantage le jeune qui vient d'arriver. C'est pour ça que je dirais... Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Ce qu'il faudra faire, c'est de dire aux jeunes, tu es venu chercher quoi en politique? Si mon garçon me pose la question, si d'aventure il était en classe de 4e, je vais lui dire, continue d'écouter les informations, continue de comprendre un peu les choses, mais je voudrais que dès que tu finis le bac, je vais t'aider à rentrer dans un parti politique. Je vais l'encourager à s'intéresser à la chose, mais ce n'est pas le moment. À un moment donné, il peut avoir le bac à 18 ans, hein? Je n'exagère pas non plus. La majorité aujourd'hui, la bac... Maintenant, quand il a la majorité, cette prédisposition-là, je lui dirais quoi? Prenez ceux qui ont réussi parmi les jeunes à se faire une place, comme nous sommes en train de le dire. Regardez très bien. Quand vous citez Djogbenou, quand vous citez Omeki, quand vous citez Azanaï, quand vous citez, je ne veux pas dire les présidents de la République qui n'étaient pas militants, hein. Ils ont tous été membres du bureau d'entité de l'université. Oui. Il faut vouloir se battre, il faut prendre les causes de tes amis et les défendre. Et dès que tu commences par faire ça, c'est ça la question de l'idéologie. Ils croient en toi. Voilà. Voyez un peu, que ça soit de la droite ou de la gauche, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de me battre pour mes frères. Si tu te bats pour tes frères, j'ai entendu les amis dire, la politique aujourd'hui, c'est se taire. Moi, je suis membre de UP. Personne ne m'oblige à me taire. Personne ne peut m'obliger à me taire. Quand vous bavardez beaucoup, est-ce qu'on ne vous exclut pas? Est-ce que non, écoutez, vous n'allez pas créer l'indiscipline non plus. Vous voyez? L'indiscipline, c'est quoi l'indiscipline? Puisque vous me posez la question. Un petit problème, un problème qui aurait pu être réglé dans la section du 9e arrondissement de Cotonou. Vous êtes en train de vous chamailler, mais toi tu laisses ce problème et tu vas attaquer les dirigeants qui ne comprennent même pas le problème qui se pose, et tu le fais où? À la télé devant le journaliste Christian Adandédian. Un peu de discipline. Je n'empêche pas de dire ce qu'on pense, mais quand vous rentrez dans un... Je comprends votre question, hein, le contexte aujourd'hui fait que, si je dis quelque chose aujourd'hui maintenant, bon, on va mal prendre ça. Ça m'arrive parfois. Oui, mais parfois, je trouve que c'est de l'autodiscipline. D'accord? Mais est-ce que ça m'a empêché d'être à la télévision aujourd'hui? Oui, si vous n'avez pas ce courage-là, vous ne ferez pas la politique. Oui, vous allez réagir. Moi, je pense ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il faut que l'élu, d'abord, qu'il ait la stricte obligation de travailler pour le bien commun, de créer un environnement
et des conditions propices pour le bien commun. L'élu, si je vous comprends bien. L'élu, oui, l'élu. C'est en cela qu'elle doit autonomiser les jeunes, quel que soit le domaine d'activité. Oui. C'est important. Vous voyez, en politique, les jeunes n'ont plus la capacité d'opiner. Et je pense que j'en suis le témoin vivant. J'en suis le témoin vivant. Vous savez combien de fois dans mon parti, ils ont fait sortir des communiqués pour me rappeler à l'ordre. Parce que nous avons appris la politique à l'UMP. C'était de l'indiscipline? Eux peuvent qualifier cela de l'indiscipline. Eux peuvent qualifier cela de l'indiscipline. Mais lorsque vous voyez l'injustice et que vous savez qu'en tant que politique, vous avez les solutions, vous proposez les solutions dans le parti, vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas, on ne vous écoute pas, et que vous cherchez vos solutions sur un plateau ou sur un espace où, lorsqu'ils entendent, ils commencent par se remuer. Ah, je pense que ce n'est pas de l'indiscipline. Parce que ça résout les problèmes. Je vous répondrai par exemple en vous disant que moi je ne vous condamne pas de poser l'acte ainsi. Vous allez toujours tirer le diable par la queue pour vous en sortir. Mais il faut peser, il faut mesurer. On vous a donné des avertissements. Mais nous sommes des jeunes qui assument nos actes. Vous savez, lorsque vous vous engagez dans la politique, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour se servir. C'est pour servir les autres. C'est pour servir les autres. Donc, lorsque vous avez peur, ou lorsque vous dites, oh, je dois t'autodiscipliner, oh, ce qu'ils sont en train de faire à Jack là ou à cette communauté-là, ce n'est pas bon, mais je ne peux pas parler. Mais pourquoi vous êtes engagé dans la politique? Ce n'était pas moi, je vais vous dire quelque chose. Et c'est par rapport à la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de la jeunesse politique sans parler de la jeunesse qui ne fait pas de la politique. Et vous, journalistes, je vais vous le dire. Il y a un phénomène qui se passe depuis 3 ans où on ramasse des jeunes tous les jours, soi-disant qui sont gaïmanos, je ne sais pas quoi. J'ai posé la question à un jeune hier, il m'a dit, mais on dirait qu'ils sont en train de les traquer. Est-ce que vous avez fait des investigations, ne serait-ce que pour savoir comment ces jeunes-là sont arrêtés, les conditions dans lesquelles se passent leurs audiences et les conditions dans lesquelles se passe leur séjour carcéral, et si évidemment il y a ce qu'on appelle non, pas un délit, le programme d'insertion, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au le programme d'insertion et de réinsertion professionnelle. Parce que même si vous êtes un détenu, il faut qu'avant que vous sortez, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je le dis, j'ai eu la chance d'aller en prison. Et ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et vous savez ce que moi j'ai remarqué, c'est que moi je vois des jeunes qui ont soit une formation, ou qui sont étudiants, ou qui sont artisans, qui ont certes, moi je ne suis pas là pour apprécier, je n'ai pas qualité de parler de comment dirais-je, l'ordonnance de la décision. Je n'ai pas à qualifier ni à interpréter, mais les conséquences de ce jugement-là, mais je dois en parler en tant que jeune politique. Parce qu'il s'agit de la jeunesse. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont été condamnés à 57 ans, soit la peine maximale. Mais nous avons tous fait du droit public. Hein. On sait très bien la loi avec grand L. Mais quand est-ce qu'on donne la peine maximale? Oui, ce sont des questions sur lesquelles nous devons opiner, ne serait-ce que, et ça c'est un sujet d'actualité. Et vous aussi, journalistes, il faut que vous allez au bout de vos investigations. Je voudrais, comme mon confrère venait de le dire, pour ma part, je pense qu'on est en train de sortir réellement. Non, c'est juste un exemple. Pour la question de la jeunesse, je voudrais revenir sur mon frère tout à l'heure qui a pris l'exemple de son enfant qui dit, bon, voilà, quand tu veux arriver en politique, et l'autre l'a rappelé, je viens en politique par idéologie, par une vision, parce que je veux travailler, je veux défendre les autres. Et les exemples qu'il a pris aujourd'hui de nos leaders politiques qui sont passés par nos campus universitaires, qui ont milité au niveau des différentes associations et autres, et pas fini, qui sont devenus des leaders politiques, travaillaient bien entendu pour la cause commune. Et donc aujourd'hui, lorsque je prends un jeune, d'accord, qui veut arriver dans un parti politique, il vient dans un parti politique sur la base d'une idéologie. Et comme on l'a dit, il devient activiste, il devient militant et il travaille sur la base des principes de ce parti. Et comme on l'a dit, vous ne pouvez pas être dans un parti et ne pas respecter le minimum de règles qui régit le fonctionnement de ce parti. Donc si vous êtes dans un parti et que vous ne respectez pas les règles, à un moment donné, d'accord,
les responsables ou vos responsables seront obligés de prendre des décisions qui peuvent, de votre point d'analyse, aller contre vous. Ça dépend de la gravité des faits. Mais ce qui est important, et que je rappelle ici, c'est que les jeunes que nous sommes, et les jeunes que nous allons inviter, nous avons l'obligation de leur donner le chemin. Et leur donner le chemin, c'est la formation politique, c'est la formation au militantisme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? D'ici à là, ce sont les échéances électorales. On va encore mobiliser les jeunes. D'accord? Ils vont devenir des prestataires de services. Je le dis et je l'insiste, les jeunes sont utilisés comme des prestataires de services. Après qu'ils ont fini le service, vous voulez qu'on les mette dans quel poste? C'est pas possible. Mais s'ils avaient milité, le service a revenu à faire quoi? Les services à mobiliser. D'accord? À aller se battre, à aller sensibiliser. À coller les affiches. À coller les affiches. À faire gagner les élections. À faire gagner les élections. Voilà. Et après, ils sont laissés au carreau. Parce que, quelque part, ils n'ont pas encore compris leur rôle. Et pour comprendre ce rôle, c'est la formation politique. Il faut qu'on les forme au militantisme, aux questions politiques. Et chez nous, les patriotes, je pense que ça occupe une grande part dans notre fonctionnement. Depuis la création de votre parti, combien de formations avez-vous déjà... Depuis la création de notre parti, nous avons déjà organisé pratiquement plus de 10 formations au niveau de nos jeunes, pratiquement dans toutes les communes. Vous avez eu des élus? Nous n'avons pas eu Je pose juste la question. Nous, désintéressés. D'accord? Nous ne sommes pas un parti qui a des élus. Nous sommes un parti naissant. Et je voudrais le rappeler ici. Vous allez aux élections prochainement? Excusez, je voudrais apporter cette rectification. Et conformément aux dispositions du pays, je veux dire, de la réforme des partis politiques, je suis sur ce plateau en tant que conseiller politique des Patriotes. Je veux dire que c'est un parti naissant. Et ce parti a rempli les formalités nécessaires pour obtenir son récépissé pour exister selon la loi au Bénin comme un parti politique. Mais jusqu'à ce jour, jusqu'à la date où je vous parle, nous n'avons pas encore un récépissé. Donc vous n'existez pas. J'avais raison de S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du coup, vous comprenez que... S'il vous plaît, suivez ma logique. D'aller au bout, oui. Lorsque vous dites que nous n'existons pas, je voudrais vous donner un exemple. Je voulais vous donner un exemple terre à terre. Lorsque vous vous mariez avec une femme, d'accord, vous avez fait la dot, tout ça et autres, et au cours de cette union, naît un enfant. D'accord? Parce que vous n'êtes pas allé devant le législateur, signer un acte administratif, veut dire que votre enfant n'est pas de vous, n'est pas légitime de vous. Nous sommes dans une république, d'accord? Il y a des procédures. Et nous sommes dans la procédure. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans l'attente de l'obtention de notre Et vous êtes certain que vous l'aurez? Et nous sommes certains que nous l'aurons. De ce point de vue, d'accord, je ne voudrais pas rentrer dans des discussions inutiles. Restons concentrés sur le véritable débat. Je le disais, cher ami, j'ai posé la question de façon désintéressée. Je me contente de vos explications. Après, vous savez, les jeunes ne sont pas à leur place. Ils servent de bétail politique. Tout à fait. Ils servent de mobilisateurs de masses populaires. Après, est-ce que le constat est pareil? Moi, j'ai fait un constat aussi. Mon âge, aujourd'hui, me permet, même si je ne suis pas totalement jeune, je ne suis pas vieux, je regarde entre deux générations. Écoutez, l'avènement du président Patrice Talon a quand même permis la proposition à des postes stratégiques de beaucoup de jeunes. Vous savez ce qui se passe parfois? Je n'ai pas envie d'appeler de nom. Et ça me gêne. Combien de jeunes promus politiquement sont en prison aujourd'hui pour des faits réels? Parce qu'il y a eu des... C'est la preuve. Je peux finir la question de l'éducation. Mais il n'y a pas de vieux. Laissez-moi finir. Ce que je vous dis, si vous n'êtes pas bien formé, comme il le dit, si vous n'êtes pas bien préparé et que vous voulez sauter, vous voulez prendre votre fiche de paye de 150 000 francs, d'accord? Obtenir une promotion et aller gagner 5 millions, vous avez beaucoup de risques de vous retrouver en prison parce que vous utilisez des revenus circonstanciels pour créer des projets structurels. Alors, dans ces conditions, comment les partis politiques peuvent faire? C'est une majorité. C'est pour ça que... Non, je ne parle pas de majorité. En termes de proportion. Oui. Cette proportion... Si vous êtes satisfait, je vous réponds très clairement. Oui. Alors, quand vous me parlez de proportion, prenez les jeunes qui ont promu dans l'ensemble et allez regarder combien sont en prison.
Je ne mets pas de statistiques pour vous, mais j'ai des gens très proches, et ça me fait très mal qui se retrouvent dans cette situation. Ne m'empêchez pas d'en parler. Avec l'exemple qu'il vient de donner, ça me réconforte dans mon analyse. Ces jeunes-là, d'accord, qui ont sauté d'une manière ou d'une autre, comme vous l'avez dit, d'accord, pour occuper des postes politiques ou qu'on a promus, d'accord, avec quelle formation? Ils avaient quelle formation? Et c'est ça, parce qu'on leur a miroité tout le temps qu'il faut venir en politique pour devenir riche, il faut venir en politique pour grandir. Et du coup, quand on les a utilisés, pour les rares personnes qu'on a pu nommer à des postes, ils ont été victimes de cela parce que quoi? Ils ne fonctionnent pas sur la base des principes, ils ne fonctionnent pas sur la base des valeurs. Et ça, c'est le rôle de chaque parti politique de former, d'éduquer sa jeunesse. Parce que lorsqu'on dit que la jeunesse sera demain responsable, pour que cette jeunesse soit responsable, elle doit être éduquée. Et c'est très très important. Oui. Et ces jeunes aujourd'hui, la facilité à aider, aujourd'hui se retrouvent en prison. Vous voyez? Donc la question des valeurs, l'éthique, l'intégrité dans la gestion des affaires politiques. Tous les partis politiques s'emploient à ça. Vous en parlez suffisamment. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez citer... Vous êtes même parti naissant, oui. Mais vous êtes déjà organisé structurellement de cette manière. Ne demandez pas au BR ou à l'UP s'ils ont des groupes de jeunes, s'ils font des formations pour les jeunes. Oui, moi j'aime bien parler, en termes de chiffres. Oui. Dans le bloc républicain par exemple, oui. Moi j'en connais peut-être un ou deux à Gueva, paix à son âme. Oui. Deux. Le professeur de physique, de mathématiques ou de physique de Paraco qui... Bon, nous n'allons pas qui se sont retrouvés pour des faits de malversation économique ou détournement. Vous savez combien de personnes, de jeunes qui ont été promus dans BR? Donc c'est cette proportion-là qui font la fierté de ces jeunes-là. Moi, j'aime bien aussi, lorsqu'on parle de la minorité, qu'on parle de la majorité, je vais vous dire quelque chose. Les jeunes que moi je rencontre dans la politique, ce sont des jeunes engagés, compétents, et qui ont une moralité affichée, un patriotisme ardent. Et je continuerai de leur faire confiance et je vais toujours les exhorter à continuer à faire de la politique, pas de la politique politicienne. C'est ce que nous souhaitons. Je sais qu'il y a des brebis galeuses. Peu importe, dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle catégorie. Appelez à corriger. Il y a le code pénal qui corrige déjà. Il y a le code pénal qui corrige. Il y a ce qu'on appelle dans les ministères, les trucs les expressions. Voilà, il y a pas mal de choses. Regardez, je vous donne une information par exemple. Même si ce n'est pas un projet établi, l'Union progressiste est en train de travailler aujourd'hui pour que, quand un jeune est nommé à un poste donné, qu'il subisse une formation d'1 mois ou de 2 mois avec des conseils à l'appui, des années, même dans de la théorie, pour lui permettre de mieux se comporter. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Des initiatives qui se prennent, on est conscient de ce que vous dites. Et une fois encore, M. Romaric, je voudrais que vous corrigiez une chose. Je n'ai jamais dit que la majorité des jeunes promus se retrouvent en prison. Donc je pense qu'on est en train de dire la même chose. Alors les jeunes politiques sont talentueux, ils sont compétents et ils ont une moralité affichée. D'accord. Merci. Comment vous voyez cette jeunesse dans quelques années? C'est vrai que les élections vont venir, beaucoup vont se battre pour se positionner, d'autres après les élections qui n'auront pas de place. Vous voulez que je sois honnête avec vous? En 2026, c'est dans 6 ans. Nous avons les grands... Non, dans 6 mois. C'est dans 6 mois. Nous allons pour la première fois aux élections générales. Et vous savez, tous ceux qui sont députés aujourd'hui, ministres aujourd'hui, ils veulent tous être candidats. Donc, quelle est la probabilité pour qu'un jeune se retrouve à un poste électif en 2026? Oui, merci beaucoup. Et moi, ce que je voudrais dire, d'accord, pour terminer, pour finir, désormais, je voudrais que cette jeunesse à qui on s'adresse désormais ne se laisse plus utiliser comme un prestataire de service, mais qu'elle devienne la cheville ouvrière. Est-ce qu'elle réussira? D'accord. Elle réussira bien entendu si elle prend conscience et si elle s'engage par conviction et par vision. J'insiste. D'accord. Si elle s'engage par conviction et travaille sur la base des valeurs, cette jeunesse va s'affirmer.
Et c'est ce à quoi nous travaillons au niveau de notre parti politique pour faire de la jeunesse la cheville ouvrière du développement de notre pays. Merci beaucoup. En rapport avec votre question et les différents développements, réponse à l'aide qui a été apportée, qu'on le veuille ou non, les réformes du système partisan sont en train de corriger. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement quel est l'article qui le stimule. Le député aujourd'hui a un nombre de mandats limité. À mon avis, c'est 3. Merci pour le rappel. Je sais qu'il y aura beaucoup d'amalgames. Hein. La loi a été prise tel jour, donc moi je n'ai fait que 2, donc j'ai droit à un 3e. 2026, élection générale, peut encore être un tremplin, peut être une transition, mais les textes qui sont imaginés, les textes qui sont proposés, n'ont pas que de mauvais aspects. Il y a des choses qui vont se corriger d'eux-mêmes. Si je suis député et que je ne peux pas aller aux élections 3 fois, je vais libérer ma place. Je vous ajoute aujourd'hui, parce que nous sommes dans le système des élections générales, aujourd'hui, tu ne peux plus être candidat à la mairie, être candidat aux élections législatives. Oui. La jeunesse militante béninoise est puissante, mais tant qu'elle sera divisée, ignorante de ses droits et dépendante, elle restera une échelle qu'on range après usage. Il est temps que cette jeunesse béninoise réclame sa part dans la vision, pas seulement dans l'action. Et s'ils ne sont pas prêts à gouverner, formons-les. Mais arrêtons de leur fermer les portes tout en les envoyant en première ligne. Merci. Merci à vous, Romaric. Les jeunes sont disciplinés. Peut-être plus que même les aînés. Dynamique. Merci à vous, Ghislain Guédébé, administrateur de projet, acteur politique. Et merci à vous, docteur Syria Korou. Merci beaucoup. Et à tous les téléspectateurs, nous disons merci. C'était le grand rendez-vous chez vous. Merci.